Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde sur le thème de entrepreneurs, entreprises, comment les acteurs financiers peuvent accompagner le développement de vos projets à impact. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez LCL et avec les intervenants à mes côtés, puisqu'entreprendre pour une économie durable, c'est une des missions phares portées par LCL et qui m'anime moi personnellement beaucoup en tant que directrice transition et impact. Concrètement, sur le marché des entreprises, ça se traduit par l'accompagnement des transitions énergétiques de nos clients et par l'accompagnement financier de leurs projets. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de partager avec vous les clés de succès de ces projets qu'on observe au quotidien. Et donc, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christian Ribérol qui représente la société RIAM, Nadia Bouzig pour la société de gestion Iota Capital, Fabrice Marcella, directeur de la Banque des startups chez LCL, et Léonard Meyer, qui est en charge de la direction solutions durables et décarbonation chez LCL. Voilà, merci à tous les quatre. Peut-être pour commencer, Christian, je me tourne vers vous, si vous pouvez nous dire quelques mots sur la belle entreprise RIAM et les besoins auxquels vous avez concrètement été confrontés pour développer les projets de l'entreprise. Merci Violaine. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui donc pour parler effectivement de notre entreprise RIAM et des différents projets qu'on a menés et qu'on continue de mener grâce à des financements, donc bien entendu, dont on a besoin. Donc le groupe RIAM est un groupe américain qui est coté à la bourse de New York, qui emploie à peu près 2500 personnes avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars. On a 4 plateformes de production, une au Canada, 2 aux États-Unis et donc une en France, qui est basée dans les Landes. Et notre cœur de métier, c'est de produire des celluloses de spécialité. Donc ces celluloses, on les extrait effectivement du bois, donc du bois qui est géré, du bois donc certifié, et essentiellement du résineux. On utilise très peu de bois de feuillu, essentiellement du bois de résineux pour produire ces celluloses. Les projets qu'on développe, c'est bien entendu dans le bois, il y a plusieurs constituants, il y a plusieurs molécules. Donc on utilise aujourd'hui en grande majorité la cellulose donc contenue dans ces bois. L'idée qu'on a, effectivement, c'est d'avoir une stratégie et une vision d'aller chercher d'autres types de molécules qui sont présentes dans le bois et derrière de pouvoir développer des produits biosourcés localement qui vont nous permettre de remplacer donc beaucoup de produits pétrosourcés avec la plupart du temps donc des empreintes carbone très faibles par rapport aux produits pétrosourcés. Je prendrai 2 exemples pour exploiter un petit peu nos différents projets. Le premier, c'est sur notre site de production donc dans les Landes, on utilise à peu près 95% d'énergie renouvelable. On utilise donc 5% d'énergie fossile, essentiellement sur les phases transitoires de process. C'est un procédé à feu continu, donc on n'arrête jamais, on travaille du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et donc 95% de notre énergie provient d'énergie renouvelable. Donc c'est avec ça en particulier que nous sommes capables de produire 20 MW d'électricité verte que l'on remet sur le réseau et que l'on vend à EDF obligation d'achat. Un deuxième projet qui vient de démarrer l'année dernière, au mois d'avril, c'est la production de bioéthanol de seconde génération, ou également appelé bioéthanol avancé. Pourquoi du bioéthanol avancé? C'est-à-dire qu'il est produit à partir de matières premières qui n'entrent pas en compétition avec toute l'industrie agroalimentaire. Donc on ne va pas produire de bioéthanol à partir de maïs ou de blé, etc., ou de betterave, mais à partir de sucres qui sont déjà contenus dans notre procédé, donc des sucres qui proviennent du bois. Donc voilà deux beaux projets qu'on vient de démarrer. Le bioéthanol, donc c'est à peu près 40 millions d'euros d'investissement, 21 millions de litres de production annuelle et une empreinte carbone réduite de 90% par rapport à une essence fossile. Donc vous voyez qu'avec des idées et un peu d'argent, 40 millions quand même, on est capable d'aller développer des projets et des produits qui sont capables d'avoir des empreintes carbone beaucoup plus faibles que des produits pétrosourcés.
Ce qui est très bien avec ce projet, c'est qu'on n'utilise pas une tonne de bois supplémentaire. C'est-à-dire que nous, notre production est faite à partir donc, de bois que l'on prend dans la forêt des Landes. Et donc par rapport à ça, on ne va pas prendre un arbre supplémentaire. Ce sont des résidus qui étaient déjà présents dans notre procédé qui vont être utilisés, ces sucres présents, pour être fermentés, distillés pour produire ce bioéthanol. Donc pas de besoin supplémentaire de bois dans notre procédé. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'on a aussi beaucoup d'autres projets, en particulier aussi bien sur le sol français que sur le sol américain. Et c'est là qu'entrent en jeu nos amis banquiers et de fonds, puisque pour développer tous ces projets, on a besoin effectivement de financement, soit de financement fléché, aussi bien en dette senior, mais également en equity. Et donc pour ce faire, on a travaillé dès le début avec les équipes de LCL. On a su trouver auprès de vous une écoute positive et très active. Vous avez compris effectivement notre vision, notre stratégie, et vous avez su nous accompagner tout au long pour trouver les solutions, parce que lorsqu'on développe des projets de ce type-là, aussi bien sur 2 continents, européens et américains, sur des produits nouveaux, ce n'est pas toujours facile de trouver une écoute. C'est effectivement ce qu'on a trouvé auprès de vous, d'une façon très positive, et on a su passer à travers toutes les épreuves pour arriver au bout et donc arriver à financer nos différents projets. On a également eu un financement en equity, et on n'a pas travaillé avec vous malheureusement, mais avec un fonds à impact également sur notre projet qu'on a nommé Bionova. Et donc on travaille avec Swan Capital Partner, que je pense vous connaissez. Et donc on a été capable de lever auprès d'eux 30 millions d'euros. Et globalement, le financement de ces nouveaux projets, on est à plus de 100 millions d'euros, donc aussi bien en equity qu'en dette senior. Et donc pour nous, ça a été fondamental de trouver cette écoute auprès de nos amis banquiers pour développer ces nouveaux projets. Donc voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui en quelques mots. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, oui, c'est intéressant, Christian, vous évoquez 2 sources de financement, la dette bancaire d'une part et l'investissement en equity. Nadia, peut-être chez Iota, vous allez pouvoir nous expliquer, surtout que c'est intéressant, vous développez aujourd'hui un fonds spécialisé dans les enjeux de décarbonation. Donc 2 questions qui me viennent. D'abord, si vous pouvez vulgariser un petit peu et nous dire l'investissement en fonds propres et en equity, en quoi ça consiste, et plus spécifiquement, quels sont les critères que vous prenez en compte quand vous étudiez des projets à impact. Merci Violaine et merci Christian pour cette explication. Iota Capital, en fait, on s'est créé dès l'année 2019 avec une seule mission, c'est de bâtir les leaders de l'industrie de demain. Et pour nous, cette industrie, dès 2019, elle devait déjà être décarbonée. Donc nous avons un premier fonds qui s'appelle Iota Smart Industry. Ce fonds prend des PME industrielles, tout à fait classiques, et il les place dans une double trajectoire de croissance et de décarbonation. C'est-à-dire qu'on va les accompagner. On a développé depuis ces dernières années toute une méthodologie en interne pour accompagner les PME industrielles dans la décarbonation, puisque c'est aujourd'hui une matière assez encore nouvelle pour les dirigeants de PME. Et je sais à quel point l'accompagnement qu'ils peuvent aussi avoir côté LCL leur est précieux. Le fonds dont je m'occupe, Iota Growth Industry, lui, va avoir comme mission d'aller chercher les PME justement qui permettent aux autres de se décarboner, qui vont proposer des produits bas carbone ou des méthodes pour se décarboner du type récupération de chaleur fatale et qui les met sur le marché. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la décarbonation aujourd'hui entraîne une transformation extrêmement profonde des chaînes de valeur dans l'industrie. Aujourd'hui, vous avez la plupart des grands groupes industriels et même au-delà de l'industrie qui ont pris des engagements de réduction d'empreinte carbone et qui se retournent donc vers toutes leurs fonctions achats en cherchant pièce par pièce une pièce mieux disante d'un point de vue carbone. Donc on est aujourd'hui avec une traction de marché pour les sociétés qui se sont positionnées, qui proposent des produits mieux disants d'un point de vue carbone que la concurrence, extrêmement porteurs. Et donc pour nous, en tant que fonds impact, en tant que fonds impliqués dans la décarbonation, il est très important d'aller suivre des critères très précis.
Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas parler d'impact sans parler de critères mesurables, auditables. Et donc nous avons, pour le fonds qui accompagne la décarbonation des entreprises, un critère simple, c'est justement la réduction de l'intensité carbone de ces entreprises. Et nous prenons un engagement de les réduire de 25%. Et sur le deuxième fonds, là, nous allons compter les tonnes de CO2 évitées. C'est-à-dire, chaque fois qu'un produit bas carbone de nos entreprises sera vendu à la place de l'alternative classique, beaucoup plus carbonée, eh bien, ça fera un delta de CO2 vu de la planète. Et nous le comptons avec à chaque fois un auditeur tiers et un audit en fin de vie du fonds par un des Big Four. Donc, on est vraiment sur une approche à la fois très engagée, très sincère, très dans l'accompagnement des dirigeants plutôt que dans la sanction. Mais nous tenons aussi à prendre des engagements fermes vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis de toutes les parties prenantes autour de nous, pour quantifier notre impact. Et nous avons pris aussi l'engagement d'impacter nous-mêmes notre propre rémunération sur la réussite de ces engagements carbone. Voilà. Merci beaucoup. C'est des engagements en effet très forts et très précieux. Peut-être sur le volet bancaire, Léonard, tu peux nous éclairer. Chez LCL, il y a une structuration qui s'est forcément renforcée ces dernières années pour accompagner les transitions énergétiques des clients entreprises, quel que soit leur segment de marché. Comment ton équipe d'experts sur ces sujets et ces enjeux de décarbonation au quotidien s'inscrit dans la chaîne de valeur de la transition ? Oui, alors tout à fait, merci Violaine, merci Nadia et Christian. Donc peut-être en préambule, la banque, c'est un objet un peu particulier dans l'économie et dans le rôle de la transition, le fait qu'elle puisse l'accélérer avec une sorte de pouvoir un peu démultiplicateur fait qu'on a réfléchi à un positionnement un peu singulier. Je m'explique. La banque, c'est un objet assez peu émissif en termes d'émissions de carbone et de consommation d'énergie. Donc le scope 1, le scope 2 sont assez faibles. En revanche, elle finance des milliers de projets d'entreprises, d'entrepreneurs qui, eux, sont plus ou moins émissifs, plus ou moins énergivores. Et donc elle a cette capacité à sélectionner les projets les plus vertueux. Donc ça, c'est un premier pouvoir de démultiplier finalement les forces pour la transition en choisissant les projets qui vont accompagner la durabilité et les limites climatiques. Et le deuxième, c'est que, et ça on est assez prégnant au LCL en termes de mesures auxquelles faisait référence Nadia, on est capable aussi d'indexer tous les financements de nos clients sur des critères extra-financiers et de les engager dans une trajectoire de décarbonation, une trajectoire sociale, une trajectoire gouvernance, donc ce fameux ESG. Et donc ça, aujourd'hui, LCL s'est fixé des objectifs pour l'année 2025 d'€1 sur 2 indexé sur ces critères-là. Donc 50% de notre production de financement aujourd'hui est indexée. Donc on a vraiment ce pouvoir d'accompagner les clients dans leurs enjeux de transition. Comment nous, on s'est organisé par rapport à ces deux pouvoirs ? La première chose, c'est qu'on accompagne tous nos clients historiques qui sont plutôt des entreprises, des grosses PME, des ETI. On est la banque d'une ETI sur 2, d'une PME sur 3. On les accompagne à se décarboner avec des acteurs de l'écosystème, des clean tech, des green tech, des sociétés de conseil en ESG. Donc on a tout un écosystème qu'on a fédéré de solutions. Donc on fait gagner beaucoup de temps à nos clients qui n'ont pas forcément le temps de trouver ces acteurs-là et de les tester. Et donc là, on accompagne l'agroalimentaire, l'industrie, le BTP, toutes les entreprises finalement qui consomment de l'énergie et qui émettent du carbone. Et on essaye de leur proposer des solutions de plus en plus intégrées, c'est-à-dire la techno qui va décarboner leur empreinte et en même temps le financement qui va permettre de rendre ce déploiement possible en fonction de leurs contraintes financières. Et le deuxième environnement d'entreprise qu'on accompagne, c'est les entreprises acteurs de l'énergie, ou clean tech, green tech, les entreprises d'énergie renouvelable qui produisent de l'énergie renouvelable ou décarbonée. Et donc là, on les accompagne à grandir, on les finance, alors avec de la dette, parfois avec du capital, parfois les deux, comme pour le cas de Riam, parce que c'est des projets pour les passer à l'échelle qui demandent beaucoup de capex, beaucoup d'investissement. Et donc là, la banque, elle est capable aussi d'aller sélectionner les bons projets pour faire grandir la transition énergétique et servir ses clients en aval qui, eux, doivent décarboner et déployer des solutions de transition énergétique. Donc voilà, donc LCL, on s'est placé au milieu de ces deux environnements de la transition, les apporteurs de solutions d'un côté, puis les entreprises qui consomment de l'autre. Et sur les acteurs, je dirais, les plus innovants, tout cet écosystème de start-up innovantes, climate tech, sustech, green tech, enfin il y a plein d'acronymes pour les définir. On a d'ailleurs mené une réflexion un peu plus profonde pour accompagner l'innovation au sein de LCL et ça me permettra peut-être de passer la parole à Fabrice qui porte ce sujet. Merci Léonard, bonjour à tous et à toutes. Moi je vais vous parler de la banque des startups parce qu'avant de devenir une grande entreprise, encore faut-il la créer, la faire naître et la développer.
Donc, nous avons créé la banque des startups by LCL avec un objectif clair. C'est accompagner l'entrepreneur tout au long de sa vie entrepreneuriale, de l'idéation à la création, de l'amorçage au scaling jusqu'à l'expansion. Donc à chaque étape de cette maturité, on veut être là à côté de l'entrepreneur pour transformer une idée en succès. Alors ça passe naturellement, bien sûr, par du financement. C'est ce qui peut sembler à chacun d'entre vous le plus naturel, notamment en phase d'amorçage. On est un des maillons de la chaîne du financement, aux côtés déjà des business angels, de BPI, de fonds d'investissement. Et nous, on va jouer notre rôle également, finalement assez tôt dans cette chaîne-là. On va être aussi là à côté de l'entrepreneur dans ses projets personnels, car lorsqu'on entreprend, c'est extrêmement engageant et ça implique finalement différentes sphères de sa vie. Donc comment on peut accompagner l'entrepreneur dans ses projets du quotidien, comme dans la structuration de son patrimoine? Alors la question que vous pourriez légitimement vous poser, c'est en quoi aujourd'hui on financera plus qu'hier? C'est pas évident finalement quand on est une banque que d'intervenir dans les phases d'amorçage, dans le financement en tout cas de l'amorçage d'une entreprise. Alors plusieurs éléments à cela. La première, c'est une équipe qui est mindée entrepreneuriat. Une équipe dans laquelle on a des anciens de chez BPI qui ont l'habitude de financer l'innovation. Une équipe dans laquelle on a des anciens de chez LCL, enfin ils sont toujours chez LCL d'ailleurs, mais ils ont une histoire importante chez LCL dans le financement notamment des scale-up. Et ensuite, on a aussi des collaborateurs qui viennent de l'écosystème entrepreneurial, qui connaissent bien la problématique et les challenges d'un entrepreneur. Deuxième élément, qui me semble aussi important, c'est que, en fait, on a changé notre regard sur l'analyse des dossiers. On adopte davantage une approche proche de celle des business angels. On va d'abord regarder la partie qualitative. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va regarder, le profil de l'entrepreneur. Quels sont ses investisseurs? Quelle est l'innovation dans le projet qu'il porte? Est-il accompagné par une structure d'accompagnement? Une start-up accompagnée a 2 fois plus de chances d'exister à 5 ans que celle qui ne l'est pas. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai dirigé pendant 10 ans un incubateur qui s'appelle le Village Bastia à Paris. Et puis ensuite, on va bien sûr regarder la profondeur du marché. Alors, peut-être pour vous dire, en conclusion sur cette première étape de présentation, c'est que depuis notre création, janvier 2025, donc c'est quand même tout récent, nous accompagnons déjà une trentaine d'entreprises, dont une dizaine sont des startups à impact qui cherchent à répondre aux problématiques du moment sur les sujets de décarbonation, sur les sujets de transition énergétique notamment. Très bien. On voit bien la diversité des acteurs qui sont engagés et ça fait plaisir, de la start-up au très grand groupe, donc un engagement très fort et des solutions complémentaires pour soutenir ces entreprises. Et pourtant, je crois qu'on est nombreux à le constater, certains projets sont quand même plus difficiles aujourd'hui à développer et à engager. Donc est-ce que les uns et les autres, vous pouvez nous éclairer sur les freins et les difficultés que vous observez, vu de votre fenêtre, sur ces projets qui sont un peu plus freinés dans leur développement? Christian, peut-être votre regard sur cette question. Sur les projets, effectivement, les freins, il y en a tellement. Le mieux, ça serait de ne pas faire de projet si on voulait être tranquille. Si vous voulez effectivement être tranquille, faites pas de projet. Si vous voulez vraiment vous engager, faites des projets. Et alors, si vous voulez encore plus ou encore moins tranquille, faites des projets à impact. Et là, notre directrice financière qui est juste derrière, qui rigole, là, je la vois, parce que ça fait 2 ans, effectivement, qu'on n'a pas beaucoup dormi. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je rebondis sur ce que tu disais, c'est que nous, on peut paraître comme un grand groupe, on a investi 40 millions, on a été chercher 100 millions, mais en fait, on vient de créer une nouvelle division dans ce groupe qui a démarré donc en janvier 2024 et dont j'ai la responsabilité. Mais moi, en fait, je suis une start-up dans un groupe. Donc là, vous cumulez à la fois les difficultés d'une start-up et puis en plus les difficultés d'une corporate américaine. En plus. Donc là, avec ça, on est vraiment bien servi. Donc, non, des difficultés, il y en a effectivement beaucoup, mais elles sont d'abord les difficultés techniques. Quand il y a un projet, c'est innovant. La maturité technique n'est pas forcément toujours là, donc il faut prendre des risques mesurés. Il faut également derrière avoir tout le suivi administratif de faire ces projets. Et en France, parfois, c'est un petit peu difficile. Tout l'aspect, ce qu'on appelle le permitting, d'aller chercher les autorisations, ne sont pas faciles à avoir, mais il faut admettre, il faut participer, il faut se battre à ce niveau-là. Et puis après, il y a le financement. Donc le financement, la première des choses, c'est qu'il faut convaincre.
Et quand on a des projets assez techniques, Nadia en parlait tout à l'heure, hein, sur des projets qui n'existent pas forcément, des technologies qui ne sont pas totalement matures, il faut, avec ces mots d'ingénieur, désolé, je suis ingénieur, donc aller convaincre des banquiers, donc de LCL. Il y a Nicolas qui est au fond et qui m'a dit que je lui avais donné mal à la tête parfois. Donc voilà, des obstacles, il y en a beaucoup. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut jamais se décourager, que ce soit des obstacles administratifs, techniques. Il faut toujours arriver à trouver des solutions à tous ces petits problèmes qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça où on reconnaît effectivement un entrepreneur, aussi bien dans une corporate que dans une start-up. Il faut ne pas s'arrêter au problème et aller de l'avant. Et surtout croire au projet, être capable de convaincre des banquiers, effectivement, des financeurs, qui vont après venir avec vous et vous aider à faire ça. Parce qu'une fois qu'ils sont convaincus, et c'est effectivement ce qu'on a retrouvé auprès de LCL, toutes ces problématiques, on les a adressées ensemble, on les a solutionnées ensemble. Et merci pour ça, parce que ce n'était pas évident au départ d'arriver à aller au bout de ce projet qui a duré ces projets, parce qu'il y en avait plusieurs. Ça nous a pris pratiquement 18 mois. Mais finalement, on a réussi à boucler le financement de tous nos projets. Donc une très belle aventure, passionnante, fatigante, mais très excitante. Nadia, peut-être un complément au regard fonds d'investissement? Oui, alors en tant que fonds d'investissement, donc on investit dans des entreprises qu'on accompagne dans leur décarbonation, qu'on accompagne aussi dans la vente de leurs solutions de décarbonation. Et moi, ce qui me frappe, comme le disait Christian, c'est que petite ou grande entreprise, petit ou grand client, il y a toujours une difficulté, en 2025 peut-être encore plus qu'avant, à aller faire valider un large CAPEX. Or, toutes nos solutions de décarbonation, je parlais de la récupération de chaleur fatale par exemple, ou ça peut être aussi mettre en place de la géothermie, ça entraîne souvent des économies sur la durée, mais au prix d'un lourd investissement à l'origine. Et ce passage entre CAPEX, faire valider un CAPEX qui permet d'économiser sur la durée, comme on le voit aujourd'hui quand on achète un véhicule électrique, ça coûte plus cher, mais à l'usage, on s'y retrouve, c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que je voulais intervenir, parce que quand on a la chance d'être accompagné par une banque comme LCL, qui est capable d'entendre que effectivement tel investissement, il va se payer tout seul dans la durée. Il y a un return qui va peut-être durer 2 ou 3 ans, mais qu'il y a donc un financement intelligent à mettre en place en face, et que finalement le CAPEX de 10 millions ou de 40 millions, on peut le transformer en OPEX, en payant un loyer à sa banque plutôt que de sortir 10 millions d'un coup. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça, c'est pour nous ce qui va vraiment enlever chez le client final le frein, le vrai frein à la prise de décision sur je veux implanter une solution de décarbonation, mais je n'ai pas les moyens. Donc moi, je voulais juste dire que cette transformation du CAPEX en OPEX que la banque LCL est capable de faire, c'est vraiment un game changer. Et pour ça, il faut avoir une banque qui comprend de quoi on parle. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage. Et Léonard, tu veux peut-être compléter avec ton regard terrain. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi? Bien sûr, mais évidemment totalement en phase avec ce que vient de dire Nadia. Nous, on a fait 3 constats du terrain en parlant avec des dirigeants d'entreprise, aussi bien des dirigeants qui ont des enjeux de décarbonation avec des CAPEX lourds, que des clean tech ou des green tech qui ont aussi des CAPEX lourds à déployer pour passer des solutions à l'échelle. Et les 3 constats, c'est les suivants. Le premier, c'est que la transition énergétique ou décarbonation, elle coûte cher. Elle coûte de l'argent, et encore plus dans une macroéconomie qui se tend en ce moment, où les dirigeants, si on ne leur apporte pas un ROI relativement court, ils arbitreront toujours la transition derrière leur projet cœur business. Ça, c'est évident. Le deuxième, c'est que la transition énergétique, la décarbonation, elle prend du temps. Et les entreprises, elles sont plutôt concentrées sur leur cœur business. Donc comment on simplifie leur vie, on leur trouve des partenaires robustes pour dérisquer les modèles, etc.
Et la troisième, c'est que c'est quand même assez technique, hein, cette transition. Il y a de l'expertise, il y a de la science, il y a du réglementaire. Et les entreprises, notamment les PME, les ETI, elles sont pas forcément dimensionnées pour suivre ce réglementaire et tout ça. Et donc, comment nous, on s'organise là-dessus, notamment sur la partie décarbonation. Et là, je pense que Nadia l'a bien exprimé. C'est on a créé des solutions au sein de LCL pour résoudre cette équation financière d'un côté et extra-financière de l'autre, en transformant des investissements, enfin des décisions lourdes en investissement en termes d'euros, en OPEX. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle du tiers financement, du tiers investissement. C'est des systèmes de portage d'investissement. On va faire venir une banque, un investisseur, et l'entreprise bénéficiaire finale de cette énergie décarbonée, elle ne va payer qu'une redevance, un loyer, ce qui est beaucoup plus absorbable pour elle. Et on va monter ces modèles-là en se basant sur les économies d'énergie réalisées. Donc ça, c'est comment on résout ce problème de la transition énergétique. Elle coûte cher. Voilà. Et après, sur le côté plutôt green tech, clean tech, les banques seules ne peuvent pas répondre aux besoins de CAPEX de ces entreprises-là. Des fois, d'ailleurs, ces entreprises-là ne sont pas finançables par de la dette. Donc, on va aller chercher des fonds, on va aller chercher des subventions publiques, l'ADEME, la BPI, le Fonds européen d'investissement. Il faut combiner les solutions privées, publiques. Et quand je dis privé, ce n'est pas que les banques, c'est évidemment les fonds. Il y a des solutions qui ne sont pas encore robustes à l'échelle technologiquement, dans l'hydrogène, dans les batteries, dans le stockage, dans les flexibilités. Et donc, on a besoin de toute la manne d'expertise financière et de tous les bilans, pas que celui des banques, pour passer ces solutions. Je crois que je lisais une statistique pour décarboner les plus grands secteurs manufacturiers en Europe, que sont le ciment, la sidérurgie, le papier et la chimie. C'est 500 milliards d'euros par an pendant 15 ans. Donc pendant 15 ans, c'est sûr que les banques toutes seules, ça ne va pas marcher. Donc il faut que tout le monde s'y mette si on veut passer cette transition à l'échelle et qu'on ne l'arbitre pas juste pour des questions de retour sur investissement ou de financement. Donc on parle beaucoup de risques de financement et je crois, Fabrice, on en parlait tout à l'heure, toi qui es au contact d'entrepreneurs depuis très longtemps, tu observes d'autres freins à lever. On t'écoute. Oui, effectivement, comme je vous le disais précédemment, pendant 10 ans, j'ai accompagné des entrepreneurs sur différents types de sujets. J'ai partagé avec chacun d'entre eux leurs joies, leurs peines, leurs succès, leurs échecs. Et j'ai pu observer quels étaient les grands challenges. Déjà, de construire son produit, d'adapter son produit au marché, trouver des investisseurs, trouver des clients. Souvent, ils oublient d'ailleurs. Trouver des clients, ça reste important. De recruter. Enfin, voilà, tous ces éléments-là sont vraiment à commun à tous les entrepreneurs. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des challenges supplémentaires quand on est une start-up à impact. Il est nécessaire de faire la preuve de l'impact, de pouvoir le mesurer, de pouvoir s'assurer aussi que cet impact ne nuit pas à la croissance. En fait, c'est quel équilibre on a entre impact et croissance. Donc ces éléments-là, on souhaite s'y attaquer quand on est la banque des startups by LCL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut pouvoir répondre à toutes les questions du comment qui empêche l'entrepreneur de dormir la nuit, ce que tu disais précédemment. Donc ça veut dire quoi? Quand on est en phase d'idéation, déjà quand on est un entrepreneur, on a besoin de valider peut-être son idée, de trouver ses premiers investisseurs. Et ça, c'est notre job à nous, de par notre réseau, de mettre en relation une start-up à impact avec des investisseurs privés qui sont à la recherche de ce type de thématique. Quand on est une start-up ensuite en phase de création, je fais mon MVP, mon produit minimum viable, comment je peux accompagner cet entrepreneur aussi, aller à la rencontre de son marché, à la rencontre pourquoi pas d'accompagnateurs et de challenger avec lui son modèle économique et commencer à construire la manière dont il va évaluer l'impact, comment il va mesurer l'impact qui est le sien au travers du projet qu'il porte. Lorsqu'on est en phase de scaling par la suite, comment on l'accompagne à s'introduire sur le marché, à aller trouver les bons clients. On a la chance, comme le disait Léonard, d'avoir une ETI sur 2 cliente de la banque. Peut-être que ces ETI sont intéressés à être en contact avec des startups qui innovent sur les sujets de l'impact. Eh bien, c'est assez simple finalement pour nous de mettre en relation ces deux acteurs pour qu'ensemble, ils créent des synergies possibles. Quand on est en phase d'expansion, il faut absolument accompagner nos startups à l'international si on veut qu'elles amplifient leur impact et qu'elles continuent à grandir. Enfin, c'est ça les missions qu'on s'est fixées à la Banque des startups pour accompagner ces startups à impact qui représentent quand même près de 9% des startups aujourd'hui en France. C'est un peu plus de 1100 startups aujourd'hui référencées. Très bien. Peut-être pour terminer, un mot, un conseil que chacun d'entre vous pourrait donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont des projets à impact à développer. Christian, voilà, un mot de la fin peut-être pour ces entrepreneurs. Oui, le mot de la fin, pour moi, c'est courage. Non, ne vous découragez pas. Honnêtement, c'est tellement excitant, c'est tellement passionnant que des obstacles, il y en aura, c'est obligatoire.
Donc si on s'arrête sur le premier obstacle ou les suivants, forcément les projets n'iront pas au bout. Donc non, ce que je dis c'est un petit peu bateau, mais donc il faut, et on le sait quand on est un entrepreneur, il faut se battre tous les jours, ne pas se décourager, y mettre toute sa conviction, et puis je pense que la plupart du temps, si on a les bons ingrédients, les bons clients, parce qu'il ne faut pas les oublier, sinon c'est quand même problématique, on a quand même de grandes chances de succès. Mais oui, ça ne se fera pas tout seul. Voilà, c'est mon... Donc courage à vous. Nadia, ouais. Moi, ce qui me frappe, quand je rencontre des entreprises de toute taille, ETI, start-up, PME, c'est que, quels que soient les sujets à la mode aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, notamment dans les PME industrielles ou dans les ETI industrielles, à aller recruter des talents. Aujourd'hui, quoi qu'en pense la géopolitique dont tu parlais, pour faire venir des jeunes ingénieurs, des jeunes financiers, des jeunes techniciens dans une entreprise, on ne peut pas ne pas s'engager dans une démarche de décarbonation, ne pas avoir réfléchi très sincèrement et très profondément à son impact, parce que la question va venir. Et la question, elle peut même venir en entretien d'embauche, puisqu'aujourd'hui, les entretiens sont dans les deux sens. C'est qu'est-ce que vous faites, vous ? Je crois que même LCL, c'est une question qu'on vous pose. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour ma planète, moi qui ai 25 ans, qui suis un talent que vous voulez recruter, qu'est-ce que vous faites pour ma planète ? Et donc, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, ça serait de s'y mettre, et de s'y mettre avec sincérité. Aujourd'hui, il y a des banques, on a parlé de l'accompagnement de LCL, on a d'autres acteurs qui peuvent accompagner, on a parlé de BPI France, mais on a aussi des fonds d'investissement comme le nôtre. On est là pour vous accompagner, pour vous lancer dans cette démarche. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est une condition nécessaire pour la survie d'une entreprise, c'est de s'inscrire dans cette démarche de réflexion sur son impact et de décarbonation, puisque c'est le premier enjeu. Je ne vais pas parler des autres enjeux du type biodiversité, ressources et limitation de l'impact sur les ressources, notamment hydriques, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, non seulement vous ne pouvez pas faire l'économie de ce travail, mais en plus il est passionnant ce travail. C'est un projet fédérateur d'entreprise. C'est quelque chose quand on sent que le dirigeant s'engage et qu'on voit les effets concrets, qu'on voit qu'on a dépassé le greenwashing dans notre PME, mais qu'on y va vraiment, en tout cas nous on le voit dans nos entreprises, ça a un impact sur la rétention des meilleures équipes et sur l'engagement qui est formidable. Donc moi mon conseil, ça serait joignez le mouvement, mais joignez-le non pas parce que vous aurez des taux préférentiels ou parce que vous aurez, mais parce que c'est le mouvement d'aujourd'hui et ça va durer. Léonard, ouais. Oui, moi, conseil, en fait, c'est plus le regard que porte le dirigeant ou l'entreprise en général sur la banque. La banque arrive souvent au bout de chaîne pour les financements. Et je pense qu'avec les positionnements qu'on a créés, notamment chez LCL, on a remonté quand même pas mal la chaîne de valeur et on répond un peu aux problématiques du dirigeant sur la décarbonation. On est capable d'aller co-construire ces démarches de décarbonation, les trajectoires qui vont bien en fonction des secteurs, identifier les bons leviers de décarbonation, etc. Ça, le dirigeant, il a pas un temps infini. Et donc là, le banquier, il peut s'appuyer sur le banquier pour ça. Il peut également s'appuyer sur le banquier pour la partie... Donc ça, c'est la partie extra-financière que j'évoquais tout à l'heure. Il y a évidemment la partie quand il va falloir aller chercher les bonnes expertises techniques pour déployer la transition sur le foncier de l'entreprise. On n'est pas obligé de faire à chaque fois un appel d'offres, une expédition. Quand il y a une entreprise, on n'a pas forcément le temps. Le banquier a déjà fait ce travail. En tout cas, au LCL, on l'a déjà fait. On a une quinzaine de partenaires qui est capable d'accompagner sur des sujets de verdissement du mix énergétique, thermique, etc. Donc voilà, c'est appuyez-vous sur le banquier parce qu'il peut vous permettre de gagner du temps, de retrouver de la bande passante. Et enfin, surtout, et ça je pense que par rapport à des cabinets de conseil un peu classiques, un peu pure player, là la banque où elle se différencie beaucoup, c'est qu'elle est capable de proposer des solutions qui sont finançables. Parce que c'est bien de faire des diagnostics, c'est bien de faire des recos, mais si on ne peut pas les financer derrière, ça ne sert à rien. Donc la banque, elle est en train de remonter la chaîne pour être de plus en plus conseil. D'ailleurs, un conseil qui est au LCL, on ne facture pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est tout bénéfice pour le client. Mais par contre, on est capable de déployer derrière une mécanique financière qui est compatible avec les marges de manœuvre de financement de l'entreprise.
Voilà, et avec aussi certaines entreprises qui préfèrent être propriétaires de leurs actifs, d'autres non. Ça, on est capable de traiter ces sujets-là. Donc voilà, du haut de la chaîne jusqu'au bas, et pas que sur le financement, encore une fois. Voilà. Mon mot de la fin, c'est ça. Moi, pendant 10 ans, j'ai évolué où le terme même d'open innovation était la règle, en fait. C'est-à-dire que l'ouverture à l'autre, le fait de pouvoir rencontrer des acteurs de secteurs différents, de maturités différentes, étaient des facteurs à la fois d'innovation, mais également de croissance rapide. Et je pense que quand on est un entrepreneur, il faut garder cet esprit d'ouverture, d'aller à la rencontre finalement d'acteurs qui ne vous ressemblent pas pour aller chercher de l'innovation souvent inattendue. Et je pense que cette capacité à apprendre, à rencontrer, à bien s'entourer est un facteur clé de réussite qui permet de transformer une bonne idée en un vrai succès. Donc, et ça, je l'ai vu pendant 10 ans. Toutes ceux et toutes celles finalement, qui se sont ouverts à d'autres acteurs ont pu réussir, en tout cas dans l'écosystème qui était le mien. Donc vraiment, l'ouverture est, à mon avis, mon conseil et mon dernier mot. Très bien, merci à tous. Je retiens en effet les mots de sincérité, d'échange, d'ouverture. Nous, c'est vraiment cette démarche aussi d'échange et d'ouverture qu'on encourage au quotidien chez LCL. Concrètement, ça va être en investissement en fonds propres parce que ça nous met en grande proximité aussi avec ces investisseurs, avec des dirigeants d'entreprise. C'est aussi en nous immergeant dans des écosystèmes comme celui de la Climate House, qui est un écosystème extrêmement riche, diversifié, avec des acteurs qui ne nous ressemblent pas tous. On a des associations, on a des ONG, on a de jeunes entrepreneurs avec lesquels on va se mettre en situation finalement de réfléchir, de co-construire pour innover et arriver à des solutions qui ne sont pas celles auxquelles on aurait pensé peut-être nativement. Et puis, ça va être dans une action peut-être plus de mécène quand on soutient, par exemple, la chaire Finance durable et la recherche de Kedge Business School. Donc, c'est autant d'outils qu'on met en force pour unir nos forces, nos complémentarités et faire en sorte que tous ensemble, on arrive à construire cette économie plus durable. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute. On a la chance d'avoir un stand juste à côté, donc un stand LCL, sur lequel on vous propose de nous rejoindre pour poursuivre les échanges. On sera ravis de répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci.